Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons encore évoquer l'avenir du conflit ukrainien. L'Ukraine est-elle face à sa dernière chance de faire la paix? 24 heures, puis 100 jours, tous les délais annoncés par Donald Trump sont pour le moment dépassés. Alors peut-on encore croire à une sortie de crise imminente? Qui a intérêt à encore voir durer cette guerre? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Laissez vos commentaires juste en dessous et puis évidemment, relayez au maximum cette émission. À tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Hervé Carrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes désormais un habitué du Samedi Politique, mais aussi du journal de TVL. Vous êtes ancien colonel de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l'état-major de l'armée de terre. Vous êtes aujourd'hui spécialiste de la gestion de crise. Ça tombe bien, on est en plein dedans depuis plus de 3 ans et on n'en sort pas. Alors aujourd'hui, Hervé Carrez, est-ce que vous avez l'impression qu'on se trouve à un moment plus proche de la paix que jamais ? Alors d'abord, sur mon CV, il faudrait rajouter que j'ai eu plusieurs métiers dans les armées, et notamment que j'étais breveté de l'école de guerre et que j'étais également officier d'infanterie. Sinon, les spectateurs pourraient se poser quelques questions quant à la pertinence de mes propos. Donc, votre question ? Ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment, après plus de 3 ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine, que nous approchons véritablement de cette sortie de crise et que ces négociations de paix sont plus avancées qu'elles ne l'ont jamais été? Alors, il y a une volonté très nette des Américains, de la nouvelle administration Trump, de solder, je dis bien solder, ce conflit le plus rapidement possible, qu'ils considèrent comme un boulet hérité de l'administration précédente, c'est-à-dire de l'administration démocrate, pour pouvoir développer une nouvelle politique internationale avec une vision nouvelle, qui se rapprochera peut-être d'ailleurs de la vision des Russes, qui est une vision de relations de nation à nation avec des sphères d'influence, et notamment des sphères d'influence qui pourraient se partager entre les 3 grandes puissances que sont la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. Donc il y a cette volonté qui est affichée. Le problème, c'est que dans ce jeu à 3, alors je parlerai après un peu des Européens, dans ce jeu à 3, Russie, États-Unis et puis Ukraine, il y en a un qui a une volonté affirmée de terminer le conflit, peut-être même par tous les moyens d'ailleurs, c'est les États-Unis. Ensuite, il y a 2 joueurs qui jouent un rôle de poker menteur. D'abord, le président ukrainien, puisque politiquement et peut-être même physiquement pour lui, c'est dangereux d'abonder vers une fin rapide du conflit avec une cession de territoire qui ne pourrait pas être acceptée par les franges les plus radicales des nationalistes ukrainiens et qui font partie de son entourage, et qui ont noyauté l'appareil d'État ukrainien, notamment l'appareil sécuritaire et même l'armée. Ensuite, le président russe, qui est dans un momentum militaire qui fait qu'ils ont l'ascendant sur le terrain et qu'ils n'ont pas toujours conquis les limites territoriales qu'ils revendiquent, celles des 4 oblasts qu'ils ont annexées, mais qu'ils n'ont toujours pas conquis. Et donc, leur intérêt, c'est de continuer la guerre et d'attendre un hypothétique effondrement partiel de certaines zones du front à la faveur de l'épuisement des forces ukrainiennes qui serait les résultats de la stratégie d'attrition qu'ils conduisent depuis novembre 2022. Alors justement, cette stratégie d'attrition, on dirait qu'elle a ses limites parce que ça fait quand même plus de 3 ans. On nous prédisait un effondrement du front ukrainien et il n'est toujours pas intervenu. Ah oui, non, mais de toute façon, il est clair que les Ukrainiens ont une capacité de résistance qui est affirmée, quoi qu'on en dise. Le front ukrainien tient toujours, malgré les difficultés matérielles et humaines qui sont celles de l'armée ukrainienne. Et qu'en face, par contre, l'armée russe, contrairement à ce qui se dit sur la plupart des plateaux des grandes chaînes de télévision, notamment des chaînes 24/7, les dirigeants russes conduisent cette guerre à l'économie sur le plan humain. En fait, ils ne cherchent pas à avoir des pertes importantes
comme celles qu'ils ont eues lorsqu'ils ont pris des risques énormes au début de ce conflit avec ces grandes opérations de cavalerie qu'ils ont amenées aux limites de Nikolaïev vers Odessa et ensuite qui leur ont permis d'encercler également Kiev. Donc ils sont sur une stratégie maintenant prudente et qui s'inscrit dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'on en revient toujours à ma marotte, c'est le des centres de gravité. Il y a un des centres de gravité qui est important pour le pouvoir russe, même si c'est un pouvoir autoritaire, c'est l'assentiment de la population par rapport à ce conflit et l'acceptation sociétale et sociale de ce conflit. Alors pour l'instant, il est clair que les volontaires, les recrues russes qui sont des volontaires considèrent que le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets, puisqu'on est passé, selon les renseignements américains, de 25 000 volontaires par mois en 2024 à 30 000, voire 40 000 par mois. Donc ça veut dire que les jeunes Russes qui se déclarent volontaires et s'engagent dans l'armée russe pour participer à ce conflit considèrent que le risque est quand même jouable et que surtout, ils sont partisans de cet élan patriotique. C'est pas du tout la même situation qu'en Ukraine, bien sûr. Alors, les Ukrainiens ont tenté de mettre en place un système comparable à celui des Russes, avec des primes qui sont très très importantes pour les engagés et pour les volontaires qui viendraient combler les rangs de l'armée ukrainienne. Et aux dernières nouvelles, ils n'ont eu que 500 volontaires. Donc c'est un fiasco en fait. C'est un fiasco et ça peut s'expliquer parce que, évidemment, on n'a pas de chiffres sur les pertes ukrainiennes, ni d'ailleurs sur les pertes russes, mais on peut faire une corrélation entre le nombre de volontaires côté russe et bien sûr l'absence de volontaires côté ukrainien. Oui, donc on a le sentiment que les pertes, évidemment, ukrainiennes sont bien plus importantes que les pertes russes. De toute façon, statistiquement, du fait de la suprématie des feux russes, notamment en termes d'artillerie, alors je ne parle pas des drones, puisqu'il y a quasiment équivalence des deux côtés en termes de capacité de drones, je parle des petits drones FPV, mais la capacité des feux air-sol et sol-sol russes est tellement supérieure à celle des Ukrainiens que les pertes ukrainiennes sont probablement très très supérieures à celles des Russes. Je parle des pertes, des blessés et des morts. À titre d'exemple, c'est le renseignement américain qui a déclaré qu'il y avait 10 000 bombes planantes, 10 000 bombes planantes et guidées, qui ont été lancées en 2024 par les Russes. Donc il faut imaginer les effets de ce type de frappe, avec des bombes qui font entre 500, 1500, voire 3000 kilos. C'est complètement destructeur. Alors, dans l'actualité, Hervé Carrès, on a beaucoup parlé de ce fameux accord sur le minerai ou sur les terres rares, etc., etc. C'est un peu le serpent de mer de ces dernières semaines. On a appris jeudi 1er mai qu'enfin un accord avait été trouvé entre Kiev et Washington. Avant que vous me décryptiez, entre guillemets, cet accord, je vous propose tout de suite qu'on écoute le secrétaire adjoint de la Maison-Blanche, Michael Waltz. Cet accord est bon pour le contribuable américain qui récupère les milliards de dollars que nous avons investis dans le soutien à l'Ukraine. Il est bon pour l'Ukraine et l'aide à se développer et l'aider à faire croître le gâteau en termes de développement et de reconstruction. Et c'est bon pour sa sécurité avec le 50-50, la Société de financement du développement du département du Trésor, qui investit dans les minéraux essentiels, les éléments de terres rares dont les États-Unis ont besoin et dont l'Ukraine a besoin pour son avenir. That the United States need and Ukraine needs for its future. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai trouvé, c'est mon impression, que dans les médias, on avait présenté cet accord comme un accord presque de défense ou de guerre, alors qu'en réalité, on a le sentiment que c'est plutôt du business, comme d'habitude. C'est un accord économique qui se projette déjà sur l'Ukraine post-guerre. C'est ça, c'est l'élément, à mon avis, le plus important. Comme je l'ai dit, les Américains sont pressés de solder ce conflit, et là, ils sont déjà dans l'Ukraine post-guerre. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu quand même une avancée de la part des Américains où ils ne parlent plus de dette ukrainienne et qu'ils laissent le libre choix aux Ukrainiens de l'exploitation des ressources minières de leur pays. Alors, je vais quand même ouvrir une parenthèse sur la notion de terres rares, qui est souvent citée dans les médias. En fait, les richesses minières du sous-sol ukrainien comportent des minéraux stratégiques, et également des terres rares, mais de manière assez... c'est une portion congrue. Et que paradoxalement, le Donbass étant historiquement une zone minière,
énormément de ces ressources se trouvent actuellement dans les territoires qui sont sous le régime de Moscou, donc les territoires qui ont été conquis par les Russes. Donc d'abord, il y a un grand flou derrière ces notions-là économiques, surtout qu'à l'issue, il faudra quand même les exploiter, et les exploiter, ça demandera quand même des investissements qui seront colossaux. Je dis bien dans l'optique post-guerre. Maintenant, en ce qui concerne les garanties, il n'y a aucune garantie de sécurité militaire derrière cet accord. C'est vraiment un accord commercial et d'investissement. Maintenant, il est clair que l'engagement des Américains auprès des Ukrainiens dans cet accord, c'est quand même un signal fort vis-à-vis de Moscou, qui montre que les Américains veulent vraiment aller vers cette sortie de guerre et aller se projeter vers une Ukraine qui sera différente de celle d'avant-guerre, ne serait-ce qu'au plan territorial. Ensuite, le dernier point, c'est qu'on remarquera l'absence intégrale des Européens dans cette négociation-là, que les Américains sont en passe de sortir comme les grands vainqueurs de cette guerre, puisqu'ils sont en train de transférer la responsabilité de la défaite vers les Européens, qui, de manière très très imprudente, au lieu d'accompagner la nouvelle administration Trump, sont en train de conduire des combats d'arrière-garde qui sont ceux de l'ex-administration Biden. Alors, l'administration Biden paraissait très très pro-ukrainienne, c'était le fait, sur le plan militaire, mais n'oublions pas que les échanges commerciaux avec la Russie ont toujours perduré, que ce soit l'achat d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires américaines, l'achat d'engrais, très important pour l'agriculture américaine, et n'oublions pas également que la coopération spatiale a également continué, puisque la station internationale, sans l'apport logistique des lancements russes, elle ne fonctionnerait pas. C'est assez amusant ce jeu de dupes parce que finalement on se rend compte que là encore les dindons de la farce ont toujours été les Européens, puisque eux, avec leurs sanctions qui étaient censées mettre l'économie à genoux, l'économie de Moscou à genoux, ont creusé leur propre tombe. De toute façon, même l'administration Biden, lorsque les Européens ont déclaré qu'ils allaient faire des sanctions contre les hydrocarbures russes, ce que n'ont pas fait les États-Unis, l'administration Biden les avait mis en garde. Alors la différence entre toutes ces administrations et tous ces dirigeants, que ce soit le dirigeant ukrainien et les dirigeants américains, notamment au travers de cet accord, c'est qu'ils défendent les intérêts de leur pays. Or, on ne peut que le déplorer, mais c'est quand même assez paradoxal et étonnant, c'est que lorsqu'on regarde le positionnement du Premier ministre anglais, britannique, et d'Emmanuel Macron, on dirait qu'ils se positionnent comme les vice-présidents ukrainiens et qu'ils en fait, oublient les intérêts de leur propre pays au profit des intérêts de l'Ukraine. Et on voit très bien que... Et au mépris de la souveraineté ukrainienne dont ils parlent tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Mais on voit très bien que le président ukrainien, qui pourrait sembler être le grand copain d'Emmanuel Macron, en fait, a totalement oublié les intérêts de son meilleur copain dans le cadre de cet accord avec les États-Unis. Alors justement, ces accords avec les États-Unis, on pourrait aussi le voir un peu comme une opération de communication, parce qu'on sait que pendant plusieurs semaines, parmi les critiques qui ont été formulées à l'égard de Donald Trump, nombreuses critiques, il y a celle qui consistait à dire que Donald Trump reprenait le narratif de Moscou. Parmi ces commentateurs qui ont fait ces objections, évidemment le général Yakovlev, on l'écoute tout de suite. J'ai une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. Vous y croyez vraiment, ça, sérieusement ? Alors, qu'il soit tenu par Poutine et tout, je ne sais pas, mais qu'il soit convaincu, qu'il soit stockholmisé, si vous voulez, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump, ça, c'est... Il a été travaillé par les services secrets. On juge un arbre à ses fruits. Pas forcément, ils ont joué sur son ego. Alors pour vous, c'est crédible, Donald Trump, agent du KGB. D'ailleurs, depuis, il a été agent chinois aussi, je crois. Oui. D'abord, le général Yakovlev, dernièrement, sur le plateau de Darius Rochebin, a dit qu'il comprenait, il a explicité les raisons du conflit en Ukraine par rapport aux intérêts stratégiques russes, et il a fait référence à la guerre du Kosovo. Donc il est rentré, d'une certaine manière, de manière assez étonnante, dans ce qu'il appelle le narratif russe. En fait, le narratif russe, bien souvent... Alors,
en étant uniquement factuel, il relève en fait de faits historiques. Hein. Alors après, il est manipulé, bien sûr, à la faveur des intérêts russes, mais au départ, ce sont des faits. Notamment la guerre du Kosovo qui a été déclenchée de manière un petit peu précipitée. On ne va pas développer le sujet. Donc non, le président Trump, ce n'est pas un agent de Poutine, et il n'a pas été retourné par les services secrets russes. C'est tout simplement, ce sont des pragmatiques en fait et des réalistes. Ils regardent l'état en fait du front, et c'est pour ça que les déclarations du vice-président Vance sont également très intéressantes, puisqu'une de ses dernières déclarations, il a dit qu'il fallait que les choses avancent rapidement. Et que dans ce cas-là, il fallait que les deux belligérants soient prêts à faire des concessions. Et quand il parle de concessions, c'est bien sûr des concessions territoriales. Cela voulait dire que les Ukrainiens devaient considérer que le front délimitait en fait ce qu'ils devraient laisser à la Russie, et que de l'autre côté, les Russes, s'ils n'arrivent pas à conquérir le reste des oblasts qu'ils ont annexés, ils devraient considérer que, eh bien, tant pis, on prendra les choses en l'état et le front tel qu'il est pour les négociations. Accessoirement, c'est pas ridicule, entre guillemets, comme point de vue, puisque on pourrait même considérer que si les Russes n'ont pas réussi à avancer au-delà, jusqu'aux frontières des 10 oblasts, c'est qu'il y a une résistance dans ces territoires qui montre qu'ils n'ont pas envie d'être russes, tout simplement. Mais, bien sûr. Et puis, de toute façon, l'intérêt des Ukrainiens, c'est de résister là maintenant. Hein. Ils ont eu cette opération, à mon avis, qui était malheureuse sur Koursk, où ils ont usé de manière inappropriée leurs réserves stratégiques, qui leur aurait permis certainement de résister de manière plus prononcée, notamment sur le front de Donbass et peut-être sur le front de Zaporijia si jamais ils se réveillent. Mais il est clair que tant que les Ukrainiens résistent, en fait, ils rentrent dans ce cas-là dans la logique de celle des Américains. C'est qu'en fait, les Américains, ils veulent que les accords de paix soient autour du résultat militaire du conflit. Et ce que demandent les Russes, ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens, surtout après toutes les pertes et les efforts qui ont été ceux de l'armée ukrainienne, et puis également les souffrances et les destructions en Ukraine, c'est inacceptable en fait. Ce que demandent les Russes, c'est qu'il y ait un accord et que les troupes ukrainiennes reculent d'elles-mêmes aux limites des oblasts qui ont été annexés par la Russie. C'est inacceptable sur le plan politique et ce n'est pas cohérent sur le plan militaire. Ce qui ne serait pas acceptable, surtout, c'est que finalement, c'est 3 ans et demi pour rien, quoi. Oui, non, mais de toute façon, les deux belligérants, quand même, ont eu des sacrifices qui sont importants, évidemment, beaucoup plus du côté ukrainien que du côté russe. Mais il faut que les populations comprennent un petit peu ces sacrifices. Alors, le seul moyen de faire comprendre, peut-être, ces sacrifices aux populations des deux côtés, c'est de les projeter sur l'après-guerre. La projection de l'après-guerre en Russie, c'est déjà le cas, puisque je dirais que le conflit est presque vécu de manière marginale dans les grandes villes russes. Hein, la plupart des gens qui vont à Moscou, personne ne parle quasiment du conflit. C'est un conflit qui, en termes de recrutement, touche essentiellement toutes les petites bourgades de Russie, où souvent les jeunes ont trouvé une opportunité derrière l'engagement dans cette guerre. Par contre, en Ukraine, la situation est beaucoup plus difficile et dramatique, avec les destructions, elles sont estimées à 50%. Les destructions des installations énergétiques ukrainiennes par le ministre de l'énergie ukrainien, plus toutes les frappes qui ont eu lieu sur des objectifs qui étaient insérés dans les villes. Et bien sûr, l'importance des pertes militaires, que ce soit des morts et des blessés, qui touchent toute la nation ukrainienne, puisqu'on voit que de plus en plus, il y a un rejet de cette mobilisation. Donc, ces concessions territoriales, elles ne pourront être acceptables que si c'est le résultat du terrain, c'est un résultat militaire. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, même si les Russes ont le temps, entre guillemets, ne veulent pas se précipiter dans des négociations, on pourrait assister à une accélération des opérations militaires russes post-9 mai pour gagner un maximum de terrain avant que les Américains reviennent à la charge avec cette notion de gel du conflit et d'acceptation des pertes et des gains territoriaux de part et d'autre. Alors, on a vu ces dernières semaines tout de même une sorte d'essoufflement des États-Unis au cours des négociations qui ne les voyaient pas avancer. J'aimerais peut-être qu'on réécoute Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui l'évoquait il y a plusieurs semaines à son départ de Paris.
Nous sommes venus ici hier pour commencer à discuter des grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à une guerre, pour essayer de déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, pas de quelques semaines, s'il est possible ou non de mettre fin à cette guerre. Si c'est le cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette fin et faire en sorte qu'elle se produise, qu'elle se termine de manière durable et juste. Si ce n'est pas possible, si nous nous sommes si éloignés l'un de l'autre que cela ne se produira pas, alors je pense que le président est probablement arriver à un point où il dira « Eh bien, nous en avons terminé. Nous ferons ce que nous pourrons à la marge. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix, mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Sinon, nous devrons nous concentrer sur d'autres priorités. » Alors, est-ce que vous croyez sérieusement en cette hypothèse de voir les Américains se détourner du conflit ukrainien et de ses résolutions ? Alors, ils peuvent très bien s'en éloigner. Alors, s'en éloigner comment ? D'abord, sur le plan logistique, ils peuvent très bien arrêter de soutenir logistiquement les armées ukrainiennes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, ils peuvent également arrêter de partager du renseignement. Et ce renseignement-là a été primordial dans toutes les opérations ukrainiennes. D'ailleurs, on le sait maintenant, qui ont été copilotées par un état-major stratégique qui est situé dans un des pays de l'OTAN, de mémoire c'est en Allemagne, où il y avait les officiers ukrainiens, les officiers de l'OTAN, surtout américains, qui aidaient les Ukrainiens dans la planification des opérations à la faveur du renseignement. Alors quand je dis planification des opérations, c'est les opérations offensives, défensives, mais également les frappes. Et pour la première fois, là, on a vu Donald Trump qui demandait au Congrès de valider une nouvelle enveloppe, à peu près 50 millions d'euros de produits défensifs. C'est comme ça que c'est expliqué. Est-ce que c'est un nouveau signal ? Est-ce qu'au contraire, 50 millions, on sait bien que c'est très faible finalement comme investissement. Comment vous voyez ça ? Eh bien, écoutez, 50 millions d'euros, vous dites, le dernier... blindé de l'armée de terre française, le Griffon, de mémoire, l'unité, je crois que c'est presque 1 million d'euros. Donc ça vous donne une idée, en fait, vous voyez, de l'enveloppe, du niveau de l'enveloppe. Je pense qu'une enveloppe de 50 millions d'euros, c'est des éléments de maintenance, pour permettre des pièces détachées, par exemple, pour permettre la maintenance des moyens qui ont déjà été fournis aux Ukrainiens, que ce soit, par exemple, les F-16 ou même les véhicules blindés. Mais soit dit en passant, je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un montant en millions et non pas en milliards depuis le début de l'aide à l'Ukraine. C'est ridicule. Alors, au-delà du fait que c'est ridicule, il faut voir pourquoi 50 millions. Je pense qu'on est vraiment dans des sujets de maintenance. Alors, dans le même temps, Volodymyr Zelensky a profité de l'occasion pour, lui, faire une nouvelle demande. Il veut acheter 15 milliards de dollars à Washington de missiles Patriot, qui sont des missiles de défense. Alors le problème actuellement des Ukrainiens, c'est qu'ils ont une défense antiaérienne qui est en mal de munitions. Alors, je dis bien de munitions au sens large, c'est-à-dire des missiles, pour intercepter les missiles et les drones russes. Que de ce fait, les défenses antiaériennes sont avant tout concentrées sur Kiev et que d'autres parties du front et des grandes villes ne sont plus défendues. Donc c'est un vrai enjeu pour les Ukrainiens. Le problème, c'est que les Américains, notamment l'état-major américain, au cours de l'année 2024, avait déjà tiré le signal d'alarme disant que leur réserve en patriotes était en train de s'amenuiser de manière dangereuse. Donc le sujet, c'est pas l'argent en fait, c'est pas les sommes qui sont demandées. Le sujet, c'est la capacité à fournir les matériels. Mais on a quand même l'impression que jusque-là, Donald Trump essayait d'essentiellement concentrer ses efforts sur des négociations de paix. Les annonces quant à des envois d'armes, à des soutiens étaient plus limitées. Est-ce qu'on n'entre pas dans une nouvelle étape où aujourd'hui, Washington, face à une impossibilité de réussir à faire la paix, remet un peu de l'eau au moulin de Zelensky, concrètement ? Non, je pense que les Américains restent fermes sur le désir d'arrêter le plus rapidement possible le conflit. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'il y a deux acteurs qui n'ont pas intérêt à le solder rapidement, que ça soit du côté ukrainien, pour des raisons politiques,
Et ensuite, du côté de l'élite politique, bien sûr. De l'élite politique, oui. Et du côté russe, parce que les Russes sont dans un élan, en fait. Donc, et la stratégie d'attrition, c'est une stratégie qui est cruelle, mais qui s'énonce dans le temps, en fait. Et ça prend du temps d'épuiser l'adversaire. Et comme ils sentent que, d'une certaine manière, en face, ils ont un genou à terre, c'est pas maintenant qu'ils vont demander à ce qu'il y ait, par exemple, une trêve de 30 jours. Une trêve de 30 jours, ça serait du pain béni pour l'armée ukrainienne. Ça lui permettrait de se reposer, de recompléter ses effectifs et sans doute de se réorganiser aussi, puisqu'il y a des projets de réorganisation de l'armée ukrainienne autour de corps, qui seraient en fait des divisions, puisque un des gros soucis organisationnels de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle a des brigades, et ensuite entre le niveau brigade et en termes de commandement, il y a un commandement qui est à la fois un commandement territorial et puis opérationnel, et c'est pas très satisfaisant, puisqu'on voit qu'il y a énormément de problèmes de coordination au sein de cette armée dès qu'on va au-delà du niveau de la brigade. Donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que finalement, si les États-Unis avancent à nouveau vers l'envoi d'armes, vers en tout cas des signaux positifs envoyés à Zelensky, c'est pas aussi la réponse à la volonté initiale de la Russie, à savoir la démilitarisation de l'Ukraine, en disant ce point-là, faut pas y compter quoi. Dans vos accords, asseyez-vous dessus pour être vulgaire. Oui, bien sûr. Enfin, les Russes restent pour l'instant très très fermes sur l'ouverture des négociations. En fait, leurs conditions sont celles d'une capitulation de l'Ukraine. C'est clair. Sur le plan territorial, c'est-à-dire qu'intégralement, ils demandent la démilitarisation, la dénazification, la neutralisation et bien sûr la récupération des 4 oblasts. Donc, ce qui pour le moment, au plan militaire... Et de la Crimée, bien sûr. Et de la Crimée, c'est même plus un sujet pour eux. Et d'ailleurs, même pour les Américains. Mais pour Zelensky, oui. Mais oui, mais parce qu'on est dans des textes qui sont des références constitutionnelles de l'État ukrainien, sur l'interdiction de cesser des territoires, sur l'interdiction également d'engager des négociations, ça c'est le décret qu'avait sorti le président Zelensky avec le président Poutine, donc ils sont également aussi un petit peu prisonniers de leurs annonces et également des textes réglementaires et constitutionnels ukrainiens. Mais alors, on a l'impression que c'est bloqué finalement. C'est bloqué, oui et non. Parce que le sujet des Ukrainiens, bien sûr, on parle souvent de matériel, mais le premier sujet des Ukrainiens, c'est la ressource humaine. Et comme je vous l'avais dit lors de ma première intervention, il y a déjà plus d'1 an, l'un des centres de gravité ukrainiens qui est le plus attaqué par la stratégie d'attrition russe, c'est la ressource humaine mobilisée et mobilisable. Et ça, c'est le vrai sujet. Et c'est le vrai sujet parce que c'est une guerre qui consomme énormément d'infanterie. Alors, les effectifs ne sont pas énormes, mais si vous voulez, l'infanterie, c'est quand même la reine des batailles. C'est surtout l'arme qui permet de tenir le terrain et de le conquérir. Donc, c'est un sujet pour les Ukrainiens. Et quels que soient les matériels, il faudra qu'ils aient des fantassins. Vous avez parlé tout à l'heure de ces hypothétiques trêves de 30 jours qu'appelaient de leur vœu les Ukrainiens. Évidemment, on comprend bien pourquoi. On a parlé à plusieurs reprises aussi de cessez-le-feu. Et évidemment de violation de cessez-le-feu. Là aussi, est-ce que finalement, c'est pas des vœux pieux? Parce que si on parle de trêve, mais que finalement personne ne la respecte, ça n'a pas vraiment de sens. Le problème, c'est qu'on peut très bien décider à un niveau politique du cessez-le-feu, mais ensuite, il y a également des acteurs de terrain, peut-être au niveau tactique le plus bas, qui peuvent en décider autrement. Vous voyez, quel est le niveau de subordination et d'obéissance à toutes ces directives politiques, aussi bien côté russe d'ailleurs que côté ukrainien. Ça rend les choses encore plus problématiques. Bon, on le voit très bien. Parce qu'on peut imaginer qu'après des négociations de paix abouties et une signature de paix, on ait le même cas de figure. Alors, lorsqu'il y a un cessez-le-feu qui est brisé, il faut regarder à quel niveau il est brisé. Lorsque c'est un cessez-le-feu qui est brisé à des petits niveaux, on peut considérer que ce n'est pas le pouvoir politique qui l'a brisé. Ce sont des initiatives, entre guillemets, de terrain. Par contre, si on fait un parallèle avec le conflit au Moyen-Orient, notamment le conflit entre Israël et puis ses proches voisins, notamment le Liban, on voit que souvent le cessez-le-feu, par contre, est brisé à un niveau élevé, et notamment de la part de l'État hébreu. Mais qu'est-ce que ça change sur le fond ?
Vous parlez d'État hébreu ? Non, du cessez-le-feu brisé. Le problème du cessez-le-feu, c'est qu'après, il faut qu'il soit respecté et puis observé dans ce cadre-là. Donc, en tous les cas, les Russes n'accepteront jamais un cessez-le-feu de 30 jours dans l'état actuel du front. Ce n'est pas leur intérêt stratégique. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est clair que les Ukrainiens y ont intérêt. Alors en revanche, il semble que la Russie ait réclamé 3 jours de trêve pour coïncider avec les jours de la grande fête patriotique du 9 mai. Alors Volodymyr Zelensky a déjà réagi à cette déclaration, on l'écoute. La Russie rejette constamment toute proposition et manipule le monde pour tenter de tromper les États-Unis. Voici maintenant une nouvelle tentative de manipulation. Pour une raison inconnue, tout le monde doit attendre le 8 mai et ne cesser le feu qu'ensuite, afin de garantir la tranquillité de Poutine pendant le défilé. Ce qui compte pour nous, ce sont les vies humaines, pas les défilés. Que pensez-vous de ces déclarations et puis surtout de cette demande russe qui avait quand même très peu de chances d'être honorée ? Oui, alors là, je pense que c'est peut-être une forme d'humour noir de la part des dirigeants russes. Alors la réponse du président Zelensky, on est tout à fait dans la gesticulation communicationnelle dont il a l'habitude. En fait, il n'y a aucun intérêt à y accorder. Surtout qu'il y a de mémoire le dirigeant chinois qui va être présent. Je ne pense pas que les Ukrainiens aient intérêt à se mettre à dos la Chine. Et qu'il y aura probablement également des troupes chinoises. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y aura des troupes chinoises qui risquent de défiler, puisqu'elles ont déjà défilé d'ailleurs pour l'anniversaire de la victoire à Saïgon, enfin Ho Chi Minh Ville, ex-Saïgon, et probablement des troupes nord-coréennes qui pourraient défiler également le 9 mai. Alors, on va en parler justement de ces fameuses troupes nord-coréennes. J'aimerais clore avant tout ce morceau sur le front avec cette question du saillant de Koursk qui a officiellement été totalement repris par la Russie. Donc, on se rappelle, ça avait été lancé au mois d'août dernier par une offensive ukrainienne, donc dans le cœur du territoire russe. Ça a quand même duré longtemps, cette opération. Oui, ça a duré longtemps, puisque je pense que c'était une opération ukrainienne qui favorisait de manière paradoxale les objectifs russes dans le Donbass. Puisque, comme je vous l'ai dit, les Ukrainiens ont engagé dans cette opération leurs réserves stratégiques et des troupes qui étaient bien équipées, entre guillemets des troupes d'élite, dans cette opération. Et ces troupes-là, qui étaient la réserve stratégique de l'armée ukrainienne, auraient pu poser d'énormes problèmes aux Russes, notamment dans le cadre de leur offensive dans le Donbass. Donc ça, c'est pour cela que ça avait un intérêt pour les Russes, d'une certaine manière, de laisser vivre, entre guillemets, cette opération. Et comme par hasard, dès que les notions de négociation sont arrivées, avec notamment cet engagement volontariste de l'administration Trump, on a vu que les opérations se sont accélérées en fait sur le saillant de Koursk pour aboutir tout simplement à la réduction de ce saillant de Koursk en quasiment 2 semaines. Oui, parce qu'on avait le sentiment que Volodymyr Zelensky misait un peu tout sur ce saillant de Koursk pour essayer de faire des négociations, tout simplement. Oui, mais c'est tout le problème en fait de la conduite politique en fait de cette guerre du côté ukrainien, c'est que d'ailleurs je pense que le général Zaluzhny, c'est une des raisons pour lesquelles le général Zaluzhny a été exfiltré comme ambassadeur en Grande-Bretagne, et que, quoi qu'on dise sur le général Syrski, je pense qu'il y a également des affrontements sur ce plan-là. C'est que sur le plan militaire, c'était incompréhensible. Enfin, tous ceux qui avaient quelques notions de stratégie militaire ont été très très étonnés de voir cette offensive-là, surtout qu'elle s'inscrive dans la durée. Si ça avait été une opération coup de poing pour déstabiliser le pouvoir russe et montrer qu'ils avaient cette capacité offensive en se retirant après, ça avait du sens. Un peu comme les initiatives qui sont menées en Crimée, en fait. Oui, non, mais une opération de déstabilisation du pouvoir russe, d'ailleurs, ça les a déstabilisés au départ, ils ont été gênés. Mais à partir du moment où ils s'inscrivaient dans la durée, ils offraient une cible, en fait, qui était presque tentante pour les armées russes. Il faut comprendre qu'un saillant, en fait, vous êtes confronté aux feux russes, qui ont déjà la suprématie des feux sur 3 côtés, en fait. Donc c'est terrible, en fait, pour les troupes qui sont à l'intérieur. Donc ça a été une erreur stratégique militaire qui a participé à l'attrition des forces ukrainiennes de manière drastique, puisque les Russes, alors bien sûr c'est les déclarations russes, estiment à 67 000 les pertes ukrainiennes dans cette offensive de Koursk, donc c'est énorme en fait, et difficilement remplaçable étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'était des troupes qui avaient une certaine aura, une certaine qualité au sein de l'armée ukrainienne.
Donc sur le plan stratégique militaire, c'est compliqué. D'où cette revendication toujours du gouvernement ukrainien des 30 jours de trêve qui leur permettra de réorganiser, qui permettront de réorganiser leur dispositif et très certainement de faire souffler ces troupes qui étaient engagées dans le saillant de Koursk. En tous les cas, la communication de la Russie a mis le paquet, j'allais dire, sur la récupération totale de la région de Koursk. On va l'écouter avec le général Gerasimov et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la dernière localité sur le territoire de la région de Koursk, le village de Gornal, a été libéré des unités ukrainiennes. Je tiens à souligner la participation des militaires de la République populaire démocratique de Corée à la libération des zones frontalières de la région de Koursk. La défaite complète de l'ennemi dans la région frontalière de Koursk crée les conditions pour les actions réussies de nos troupes dans un autre secteur clé du front et rapproche la défaite du régime néo-nazi. Alors, au-delà de cette victoire, cette nouvelle victoire, j'allais dire, de la Russie, quelles sont les perspectives ouvertes par cette reprise complète de Koursk ? De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'était quand même une épée de Damoclès éventuelle dans le cadre des négociations pour les Russes. Les perspectives ouvertes, c'est que maintenant les Russes ont déclaré qu'ils allaient créer une zone tampon à l'ouest de leurs frontières et que des villes comme Soumy, qui sont à peu près à 30 km du front, deviennent des cibles militaires, puisque forcément les concentrations de forces et de moyens logistiques ukrainiens vont se faire dans cette ville, d'où la dramatique frappe d'il y a quelques semaines. Oui, alors justement, cette frappe, on en a beaucoup parlé dans les médias. Là encore, on a expliqué qu'il s'agissait de frappes délibérées de Moscou sur des civils. Quel est votre point de vue ? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est que de part et d'autre, lorsqu'il y a des moyens, des vecteurs onéreux qui sont utilisés, on ne peut pas imaginer qu'ils sont utilisés sur des frappes de représailles. Parce qu'il y a une boucle de désignation de la cible et de décision de la frappe qui se fait, mais qui ne se fait pas au niveau politique, qui se fait au niveau opératif d'un état-major qui est celui du front considéré. De part et d'autre, je dis bien. Le niveau de décision est celui-là. Alors, d'autant plus du côté ukrainien, puisque ce sont des moyens comme les HIMARS qui relèvent également très probablement de l'intervention de techniciens occidentaux. Alors, côté russe, ils ont très probablement, d'ailleurs c'est ce qui a été confirmé, détecté un rassemblement de militaires dans le cadre d'une cérémonie de remise de décoration, et ils ont décidé de frapper. Donc ça, c'est un niveau opératif qu'a pris la décision de frapper à ce moment-là. Maintenant, on peut quand même s'interroger sur l'intelligence, au-delà du drame humain, sur l'intelligence de ceux qui ont décidé la frappe. Parce que sur le plan politique, je dis bien au sens de la stratégie globale, à un moment donné où les Russes et les Américains sont en train de se rapprocher et d'une certaine manière de se mettre d'accord sur la fin du conflit, ce type de frappe qui a certes, je sais pas, à la limite un intérêt militaire, quoique ça pourrait être discuté, n'a aucun effet sur le plan stratégique, voire un effet qui est complètement contre-productif, puisque ça met en difficulté les États-Unis qui sont plutôt dans de bonnes dispositions vis-à-vis du gouvernement de Moscou. D'ailleurs, Trump avait parlé d'erreur au départ pour qualifier ces frappes. Il était assez mal à l'aise. Bien sûr. Alors, on a terminé avec ce saillant de Koursk, mais on ne peut pas le terminer si on n'évoque pas ces fameuses troupes nord-coréennes qui ont été tellement agitées pendant des mois dans la presse française mais occidentale. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie vos propres propos que vous avez tenus en janvier dernier. On les réécoute tout de suite. Non, mais c'est absurde sur le plan militaire. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des Nord-Coréens pour assister techniquement les Russes, pour utiliser les canons, les armes qu'ils ont... oui, c'est même incontournable. Qu'il y ait des observateurs nord-coréens, c'est probable. Ce qui peut être concevable, à la limite, c'est qu'il y ait une petite unité d'une centaine d'hommes, 200 hommes de forces spéciales nord-coréennes engagés sur des objectifs très très ponctuels, comme la prise d'un village, parce que c'est facile à coordonner. 100 hommes dans un dispositif russe, c'est facile à coordonner. Mais c'est tout. Alors, on est à peu près 3 mois plus tard. Est-ce que vous re-signez ? Alors, la réflexion que j'avais, c'était par rapport à l'extravagance de ce qui était annoncé. Les fameux 10 000 soldats nord-coréens. On allait même 10 000, 14 000, certains ont même annoncé 25 000. Parce que c'est le niveau d'engagement d'une division.
Ce qui était incontournable, et ce qu'il est toujours d'ailleurs, c'est en fait la présence de militaires nord-coréens pour l'utilisation des matériels d'artillerie et de missiles balistiques qui ont été livrés. Ensuite, ce qui est probable, c'est la présence d'officiers nord-coréens dans les états-majors russes pour observer, et également peut-être pour assurer la liaison avec les fameux techniciens qui sont actuellement engagés dans l'utilisation des matériels qui ont été fournis. Ça, c'est incontournable du fait de la différence de langue. Ensuite, comme je le disais à cette époque-là, c'est les forces spéciales. C'est la notion d'infanterie légère, en fait. Alors maintenant, on commence à avoir des éléments qui sont quand même consolidés, que ce soit de la part des déclarations des Russes, mais également des Coréens. Et également, maintenant, il y a des films qui commencent à apparaître, montrant des soldats, des fantassins nord-coréens, qui sont à l'entraînement. Alors, ce que l'on peut remarquer sur les fantassins nord-coréens qui sont à l'entraînement, c'est qu'ils sont habillés à la russe, ils sont équipés à la russe. Donc, ils sont très probablement arrivés sans le matériel, à la limite avec leurs uniformes à eux, mais après, ils ont été équipés à la russe. Et ils sont encadrés, bien sûr, par des instructeurs russes et, bien sûr, il y a des interprètes. Cela veut dire qu'on est vraiment dans l'hypothèse que j'avais abordée, c'est celle des forces spéciales de l'infanterie légère. Pourquoi des forces spéciales de l'infanterie légère? Parce que le propre de l'engagement des forces spéciales, c'est qu'elles ne tiennent pas le terrain. En fait, les problèmes de coordination et de relève, notamment, ce que j'avais souligné il y a 3 mois, ils arrivent lorsque vous tenez une position. Et lorsque vous tenez une position, en plus qu'il y a une différence de langue, c'est vraiment un moment de fragilité au moment de la relève. Et c'est d'ailleurs souvent les offensives russes qui ont lieu dans le Donbass et qui ont été victorieuses, c'était au moment de relève d'unité ukrainienne, qui pourtant avaient la même langue. Donc ça n'avait pas d'intérêt militaire. Par contre, engager de l'infanterie type force spéciale sur des objectifs ponctuels, la prise d'un village, la prise d'un point particulier, en opération coup de poing, ça a du sens, parce que les problèmes de coordination et les risques de relève n'existent pas là, dans ce cas-là. Donc on en revient à la 3e hypothèse, ce que je disais, ce qui est concevable. Ce qui est concevable est en train, en fait, d'être vérifié. C'est qu'en fait, il y a eu un engagement de forces spéciales coréennes. Alors après, on peut gloser sur le niveau d'engagement. Quelques centaines, quelques milliers. Le saura-t-on jamais. Il y a les services sud-coréens qui ont dit qu'il y avait eu environ 500 ou 600 morts dans les forces nord-coréennes qui avaient été engagées. Est-ce qu'on doit apporter crédit à ces déclarations? En tous les cas, ce type d'engagement, c'est vraiment une ou 2 centaines d'hommes sur des objectifs particuliers, en fait. On est vraiment sur des opérations coup de poing qui vont au-delà des lignes russes et qui vont attaquer un objectif particulier et qui après se retirent et vont en arrière du front en partie pour se reposer et pour être préparés pour une autre opération. Et d'ailleurs c'est très intéressant puisque Régis Le Sommier, qui va souvent sur le front à Koursk, lui n'avait vu aucune force nord-coréenne structurée, je dis bien. Donc on est bien sur des petits détachements de type force spéciale. Et d'ailleurs le dirigeant nord-coréen parle de sous-unités, c'est-à-dire de petites unités qui ont été engagées. Donc un effectif global qui méritera d'être précisé et ensuite des engagements de type ponctuel sur des points très particuliers du front. Comment vous expliquez cette appétence, je vais l'appeler comme ça, des médias occidentaux pour cette information et pour cette participation? Oui, alors d'abord, au départ, c'était vraiment quand même très très extravagant et toutes les preuves qui ont été avancées n'étaient pas du tout convaincantes, surtout en raison du nombre de combattants qui étaient avancés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un enjeu, c'était l'internationalisation du conflit et notamment un engagement plus avant, on était à la fin de la période Biden, plus avant des Américains et des Européens. Les Américains, qui quand même, quoi qu'on en dise, étaient très prudents, avaient fait intervenir leur chef d'état-major qui avait dit, en décembre 2024, qui avait annoncé qu'il n'avait pas de preuves flagrantes de l'engagement des forces nord-coréennes. Et là, à la limite, on peut le comprendre, puisque maintenant que l'on commence à avoir des informations, on s'aperçoit qu'ils sont très probablement arrivés en wagon complètement
anonymes, hein, et ils ont été ensuite équipés de pied en cap par les Russes et se sont entraînés environ pendant, à mon avis, 1 mois pour être au fait des modes opératoires russes pour justement éviter les quelques petits problèmes de coordination qu'il pourrait y avoir lors de leurs opérations coup de poing. Donc on est dans ce sujet-là, et comme ce sujet-là n'a pas fonctionné, si vous voulez, après cette information s'est complètement délitée. Et le plus paradoxal, c'est que maintenant, comme cette information n'a plus d'intérêt sur le plan de la manipulation politique, notamment la manipulation politique des opinions publiques occidentales, eh bien on s'aperçoit que quasiment personne n'en parle du fait que les Nord-Coréens aient été engagés sur le front de Koursk. Mais alors justement, ce qui est un point quand même, à mon sens, important, c'est que s'ils ont été engagés sur le front de Koursk, ça n'a rien de très surprenant dans la mesure où la Corée du Nord est de toute façon un allié de Moscou. Et venir aider son allié en difficulté sur son propre territoire, on n'est pas tout à fait dans le cadre de l'internationalisation du conflit un peu agité par les Occidentaux et leurs alliés européens. C'est dans le cadre des accords de défense qui ont été signés en juin 2024 et ratifiés par la Douma de mémoire en novembre 2024. On est dans ce cadre des accords de défense mutuelle entre la Corée du Nord et puis la Russie. Donc sur ce plan-là, il n'y avait pas d'interdiction, on va dire, ou d'interdiction légale à cet engagement sur le territoire russe. La question qu'on peut se poser maintenant, puisqu'on voit que maintenant que le territoire de Koursk a été reconquis, et que tout le monde parle du retrait, je dis bien des forces spéciales, hein, vous avez vu, des forces spéciales. Hein, la question qu'on peut se poser, et à qui à mon avis, il n'y a pas besoin de se la poser d'ailleurs, c'est qu'il y a très probablement encore des artilleurs nord-coréens, que ce soit des artilleurs type utilisation des canons et utilisation des missiles, qui sont toujours présents. Maintenant que le saillant de Koursk a été libéré, est-ce que ceux-là vont participer aux autres opérations qui suivent celle du saillant de Koursk? Bon, à mon avis, la réponse est dans la question, hein, puisqu'on est sur l'utilisation des matériels. Ensuite, est-ce qu'il y a toujours des officiers nord-coréens dans les états-majors russes? Très probablement aussi, vous voyez. Mais sur le terrain militaire, en tant que tel? À mon avis, ces déclarations signent le désengagement des forces spéciales qui avaient été engagées sur le front de Koursk. Alors on a parlé de toutes les parties, on a parlé de Washington, on a parlé de Moscou, on a parlé de Kiev, on a peu parlé des Européens. Vous avez quand même expliqué que les Européens étaient en train de se voir transférer la charge de cette guerre américaine, néoconservatrice américaine, par Washington avec un Donald Trump qui veut se désengager. Aujourd'hui, comment voyez-vous la suite pour les Européens qui semblent systématiquement mettre les freins quand il s'agit de parler de négociations de paix, en expliquant encore avec des déclarations assez outrancières de la part d'un diplomate comme le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui explique que le seul et unique frein à la paix aujourd'hui est seulement Vladimir Poutine. Bon, en tous les cas, les Russes sont prêts à la paix, mais à leurs conditions, en fait. Et ces conditions sont inacceptables pour les Ukrainiens. Et puis, elles ne reflètent pas l'état du front, puisqu'ils n'ont pas conquis les 4 oblasts qu'ils ont revendiqués, qu'ils ont annexés. D'abord, moi, ce qui m'interroge, c'est en fait c'est que ce conflit aux portes de l'Europe a complètement déstabilisé les économies européennes du fait de l'effet boomerang des sanctions. Cela veut dire que l'intérêt des Européens, je dis bien l'intérêt des États européens, quel qu'il soit, c'était que le conflit soit le plus court possible. Et que les intérêts de l'Ukraine ne sont pas forcément ceux des Européens. Ni d'ailleurs ceux des États-Unis sont particuliers, comme ceux de la Russie sont particuliers. Il faut, avant de s'engager dans un conflit, définir ses propres intérêts. Et comment faire pour définir les intérêts européens quand on a une Moldavie, une Estonie, une Pologne, une Hongrie ? France. Mais on en revient au problème de la construction européenne, c'est qu'il y a eu un lissage en fait géopolitique des positionnements de l'Union européenne, en sachant que l'Union européenne c'est un objet géopolitique non identifié, au sens des Américains, au sens des Chinois et au sens des Russes. Au sens de tout le monde, quoi, à part des Européens. Oui, exactement. Parce que ce n'est pas le propos de l'Union européenne au départ. L'Union européenne, c'est avant tout, sa lettre de mission, c'est avant tout l'économie. Alors maintenant, après, c'est devenu un organe de réglementation c'est pas vraiment réussi non plus, il s'intéresse à la politique étrangère qui normalement fait partie des prérogatives des États et même maintenant à la défense. Où va-t-on s'arrêter? Avec des résultats d'ailleurs qui sont assez catastrophiques. Donc oui, bien sûr, comment voulez-vous que les intérêts stratégiques de pays aussi divers que la France, l'Italie, l'Espagne
Et la Pologne ou les Pays-Baltes se retrouvent dans le positionnement de l'Union européenne. C'est pour ça que quand on regarde que la vice-présidente de l'Union européenne en charge des relations internationales, Madame Kaja Kallas, qui est l'ex-premier ministre d'un pays de 1,3 million d'habitants, l'Estonie, avec 31% de russophones, et la mentor de notre positionnement géopolitique, il ne faut pas s'étonner que les États-Unis ne veulent pas la recevoir. Elle n'est pas crédible, Le problème, c'est que si on était vraiment dans une vraie structure fédérale, chaque État, un petit peu comme dans les structures fédérales qu'on trouve aux États-Unis, chaque État devrait avoir une représentativité et un poids en fonction de sa population. Or, actuellement, sur les positionnements qui sont, les votes qui sont à la majorité qualifiée, il y a bien sûr une notion de pourcentage de population, mais il n'est pas relié aux États. C'est un conglomérat d'États qui doit faire alliance pour faire basculer en sa faveur un vote à la majorité qualifiée. Or, aux États-Unis, structure fédérale historique, chaque État est représenté à la Chambre des représentants en fonction de sa population. Même les États les plus petits, ils ont au minimum un représentant et tout le monde a 2 sénateurs. Les sénateurs, c'est un autre sujet. Mais on voit bien que dans une structure fédérale, c'est fondamental. Le problème de l'Union européenne actuellement, c'est que ce n'est pas une structure fédérale et ce n'est plus une structure confédérale. C'est une structure qui est complètement, on va dire, non seulement pas démocratique, dans la mesure où on ne respecte pas cette règle de la majorité qualifiée en reprenant le poids respectif des États, et ensuite elle est complètement éloignée des intérêts propres des États. Donc je pense qu'à l'issue de ce conflit, il se pourrait qu'il y ait une grande réforme de l'Union européenne pour qu'on aille vers une structure confédérale, un petit peu sur le modèle russe, ou peut-être une structure fédérale sur le modèle américain. Parce que vous remarquerez qu'aux États-Unis, il y a les lois fédérales et puis il y a les lois de chaque État. Et que parfois, il y a des États qui n'appliquent pas les lois fédérales ou qui vont à l'encontre des lois fédérales. C'est ça, une structure fédérale. Vous dites à l'issue de ce conflit, il se pourrait que l'Union européenne soit obligée de se reformer, de se reconstruire, de mettre de nouvelles bases. Est-ce que finalement, ça veut dire que l'issue de ce conflit, qui semble plutôt une mauvaise posture pour l'Ukraine, pourrait précipiter un peu une chute de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui? Les grands vainqueurs de ce conflit sont d'ores et déjà les États-Unis, quelle que soit l'issue du conflit, sur le plan économique, sur le plan de la césure qu'ils ont créée entre les ressources énergétiques russes et puis l'Union européenne, qui est devenue le client des ressources énergétiques américaines. Et les économies européennes ont beaucoup perdu, à commencer par la France, qui était le premier employeur en Russie. Donc les entreprises Renault, par exemple, Renault qui a laissé de mémoire 3 milliards d'assets en Russie, vendus au rouble symbolique, donnés au rouble symbolique. Donc les Européens vont sortir les grands vaincus de cette guerre. Les grands vaincus au plan économique, les grands vaincus au plan stratégique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de définition des intérêts communs européens. Je reviens à ce que je vous disais. Dans cette guerre, on s'est attelé à suivre la politique des États-Unis et également celle de l'Ukraine. Mais les intérêts des États-Unis et de l'Ukraine ne sont pas ceux de l'Europe. On le voit très bien dans l'accord qui vient d'être signé, là. Où sont les Européens dans cet accord? Non. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Et pourtant, ils ont soutenu l'Ukraine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'impliquer pour des raisons émotionnelles ou des raisons de relations personnelles, par exemple entre Emmanuel Macron et le président Zelensky, qui soi-disant s'appellent tous les jours. C'est pas ça le rôle d'un chef d'État. Le rôle d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts de son pays. On a un exemple emblématique quand même en Europe, d'ailleurs parmi un des 3 grands pays fondateurs de la communauté européenne, de la CE, c'est l'Italie. Meloni défend les intérêts de son pays et c'est habilement joué des atouts de l'Italie. Vous seriez étonné de savoir que, par exemple, au Niger, les dernières troupes occidentales qui se trouvent, ce sont les troupes italiennes. Personne n'en parle. C'est curieux quand même.
que l'Italie, avec notre désengagement en Afrique, cherche à se positionner de manière très très habile dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne. On se rappelle de discours très offensifs de Meloni contre Emmanuel Macron. Exactement. Que l'Italie est présente également en Libye pour défendre le gouvernement reconnu par les instances internationales. Donc ce sont des soldats italiens aux côtés des soldats turcs. Que l'Italie a conclu des accords avec ses voisins méditerranéens maghrébins sur le plan énergétique avec l'Algérie, sur le plan migratoire avec la Tunisie. Voilà un dirigeant européen qui défend les intérêts de son pays de manière intelligente. Et rappelons-nous que c'est Madame Meloni qui est allée défendre les intérêts européens économiques auprès des États-Unis lors de son entrevue avec le président Trump. Et ce n'est pas les représentants de la Commission européenne qui ne sont pas reconnus par le président Trump. Sauf qu'on peut se demander si elle a vraiment défendu les intérêts européens qui sont difficiles à définir ou les intérêts italiens. C'est tout le problème en fait de cette relation Italie-États-Unis, sachant qu'il y a une diaspora italienne qui est très très importante aux États-Unis, parfois pour leur malheur d'ailleurs, mais en tous les cas, les liens sont très forts entre l'Italie et les États-Unis du fait de cette diaspora. Et du fait des bases de l'OTAN. Et des bases de l'OTAN. Mais l'Italie, c'est un pays industriel, la deuxième industrie au monde, le quatrième exportateur de mémoire au monde, qui va sortir également renforcé de cette épreuve ukrainienne, parce que l'Allemagne va sortir très affaiblie du fait de l'arrêt de la fourniture du gaz russe à bas prix, sur lequel reposait son miracle économique. Elle est en train de prendre le leadership sur le plan industriel et peut-être même sur le plan stratégique et géopolitique. Quelle victoire quand même, quand on regarde historiquement le positionnement qui était celui de l'Allemagne et de la France. C'est les courbes inversées. Exactement. Je vous remercie beaucoup Hervé Carrès pour tout ce décryptage. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu et que vous y voyez plus clair. En attendant, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, le petit pouce en l'air, ça améliore le référencement. Pensez aussi à m'écrire dans les commentaires. Vous savez que je vous lis chaque semaine et que je vous réponds. Et puis n'oubliez pas non plus de relayer cette vidéo. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.